Il existe une idée à laquelle nous aimons croire, celle d'être totalement libre, maître de chaque pensée, de chaque émotion, de chaque décision. C'est une belle idée, qui nous procure une certaine fierté, qui nous donne le sentiment d'être exceptionnel. Mais lorsque Spinoza analyse ce sentiment de liberté, il décrit une réalité troublante. Nous ne sommes rien de plus qu'un effet qui ignore ses propres causes. Nous croyons tout choisir parce que nous ne voyons que le résultat du choix, et jamais ce qui l'a motivé avant même qu'il n'existe. Pensez à quelque chose de simple. Le moment où vous explosez de colère contre quelqu'un sans l'avoir prémédité. En quelques secondes, votre corps s'échauffe, votre voix monte, votre réaction prend le dessus avant même que la raison n'apparaisse. On a l'impression d'avoir décidé de se mettre en colère. Mais l'avez-vous vraiment décidé? Ou avez-vous simplement subi les conséquences de nuits blanches, de frustrations accumulées, d'insécurité refoulée, d'espoirs déçus? Tout ce que vous ne remarquez pas au quotidien et qui soudain vous submerge? Spinoza affirme que cela ne s'applique pas seulement aux situations extrêmes. Cela s'applique à tout, de notre façon de parler à notre façon d'aimer. Des petits choix comme répondre à un commentaire, aux grands choix, comme rompre une relation ou déménager. Derrière chaque décision qui semble libre se cache un ensemble de raisons que nous n'avons pas choisies. Personne ne choisit son tempérament de naissance. Personne ne choisit son environnement. Personne ne choisit les peurs qu'il apprend, les besoins qu'il porte en lui, les blessures qu'il tente de dissimuler. Tout cela nous façonne silencieusement, parfois si profondément que nous confondons conditionnement et liberté. Et c'est là que la question devient gênante. Si je n'ai pas choisi mon histoire, si je n'ai pas choisi mes impulsions, si je n'ai pas choisi ma sensibilité, mes fragilités, mes limites, dans quelle mesure est-ce que je choisis réellement mes actions? Imaginez une personne qui a passé toute son enfance à entendre qu'elle ne vaut rien, qu'elle ne réussira jamais, qu'elle échouera en tout. Cette personne grandit avec une estime de soi complètement faussée. Adulte, elle peut se méfier des compliments, se sentir facilement menacée et interpréter le moindre geste neutre comme une critique voilée. Et parfois, elle réagit agressivement, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle a appris à se défendre avant d'être blessée. Alors, un observateur extérieur conclut « Elle est impolie, elle est froide, elle choisit d'agir ainsi. » Le choisit-elle vraiment? Ou bien reproduisez-vous simplement le seul moyen que vous connaissez pour survivre émotionnellement? Imaginez maintenant le contraire. Une personne élevée dans un environnement aimant, où chaque erreur était corrigée avec patience, où le dialogue primait toujours sur la punition. Cette personne gagne en confiance, en ouverture, en sérénité. Lorsqu'elle fait preuve de patience, on dit d'elle « c'est une bonne personne ». Mais cette bienveillance était-elle un choix conscient, ou était-elle la conséquence d'un traitement que beaucoup n'ont jamais connu? Spinoza insiste sur une vérité difficile à accepter. Nul n'agit au-delà de ses capacités. Il est vain d'exiger de la maturité de quelqu'un qui n'a jamais appris à l'être. Il est vain d'exiger de la maîtrise de soi de quelqu'un qui a grandi dans le chaos. Il est vain d'exiger de l'empathie de quelqu'un qui a passé sa vie à lutter pour survivre. Il est cruel d'exiger d'une personne qu'elle réagisse comme si son histoire avait été différente. Cela ne signifie pas que nous sommes condamnés à rester immuables, ni que nous sommes les marionnettes du destin. Cela signifie que nous ne sommes pas le point de départ, mais le point de continuité. Chacune de nos actions découle d'une somme d'influences déjà à l'œuvre, bien avant que nous prenions conscience de notre propre volonté. C'est précisément là que l'expression « personne ne choisit qui il est » prend tout son sens. Car, en comprenant cela, on réalise que blâmer quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas encore compris, assimilé ou surmonté est aussi injuste que de reprocher à un arbre d'avoir poussé de travers après des années à être courbé par le vent. Il n'a pas choisi sa direction. Il a simplement réagi à ce qu'il a subi. Mais l'aspect le plus fascinant de cette vision ne réside pas dans ce qu'elle dit des autres, mais dans ce qu'elle révèle de nous-mêmes.
Chaque fois que nous nous tournons vers le passé en nous demandant « Comment ai-je pu agir ainsi ?» nous manifestons précisément ce que Spinoza voulait nous faire comprendre. Si vous agiriez différemment aujourd'hui, c'est parce que vous êtes une autre personne. Vous n'avez pas choisi d'être qui vous étiez auparavant, tout comme vous n'avez pas choisi, par magie, d'être qui vous êtes aujourd'hui. Vous avez simplement évolué au fil des expériences vécues. Si vous aviez vécu une autre vie, vous seriez devenu quelqu'un d'autre. Cette prise de conscience change notre perception de la culpabilité. Lorsqu'on comprend qu'une grande partie de nos actions découlèrent d'une souffrance indicible, la culpabilité s'atténue et laisse place à la responsabilité. Car la responsabilité est différente de la culpabilité. La culpabilité paralyse, la responsabilité transforme. La culpabilité dit « tu as tort d'agir ainsi ». La responsabilité dit « maintenant que tu comprends ce qui te motive, tu peux agir autrement ». Et c'est précisément ici que le thème de cette vidéo se précise. Si personne ne choisit qui il est, alors qualifier quelqu'un de mauvais perd de sa pertinence. Non pas que les actes perdent de leur importance, mais parce que l'on comprend que la personne n'était pas née avec la prédestination à les commettre. Elle a été poussée par un courant de force dont, souvent, elle n'a pas conscience. Et c'est seulement en prenant conscience de la force de ces forces que l'on commence à comprendre pourquoi Spinoza affirme qu'il n'y a pas de mal dans l'essence de quiconque, parce que personne ne naît tel qu'il a choisi d'être. Comprendre cela ne diminue en rien la gravité des actes, mais élargit notre perspective sur les causes de chaque comportement. Cet élargissement est crucial car il nous prépare au point suivant de cette réflexion. Si nous qualifions quelqu'un de mauvais, sans comprendre ses raisons, qu'est-ce que cela révèle de notre façon de juger? Quel genre d'erreur commettons-nous chaque fois que nous érigeons un acte isolé en définition complète de l'identité d'une personne? Quand on apprend que quelqu'un a tué, trahi, abandonné ou détruit la vie d'autrui, presque personne ne se demande pourquoi. La question qui vient presque toujours à l'esprit est « Comment peut-on agir ainsi ?» Et la réponse fuse « Parce qu'il est mauvais ». Cela paraît simple, direct, indiscutable. Mais Spinoza, en penseur qui refuse les explications simplistes, nous oblige à remettre en question cette précipitation. Il nous contraint à regarder plus calmement, plus profondément, avec plus de malaise. Et ce qu'il révèle est troublant. Ce que nous appelons le mal pourrait bien être la conséquence de tout ce que nous ne comprenons pas. Pour commencer, réfléchissez au nombre de fois où vous avez jugé quelqu'un sur la base d'un seul acte. Peut-être a-t-il répondu sèchement, a-t-il été impoli lors d'une conversation, a-t-il ignoré un message ou a-t-il pris une décision qui vous a blessé? Et sur le coup, sans hésiter, vous avez conclu « cette personne est mauvaise, toxique, malveillante ». Mais plus tard, avec le temps, vous avez découvert qu'elle traversait une période difficile, un deuil, une dépression, une peur qu'elle ne parvenait pas à exprimer. Soudain, cet acte prend un tout autre sens, et le jugement qui semblait si juste commence à paraître hâtif. Vous n'aviez pas tort de vous sentir mal à l'aise face à cet acte, mais peut-être étiez-vous aveugle à ce qui était réellement en jeu. Cette cécité n'est pas un défaut individuel, mais un mécanisme collectif. Notre société raffole des étiquettes. Rapides, pratiques, elles structurent le chaos. Et parmi toutes les étiquettes possibles, celle de « mauvaise personne » est peut-être la plus rassurante, car elle transforme l'autre en quelque chose de fixe, de prévisible, de distant. Dire que quelqu'un est mauvais nous dispense de chercher à le comprendre. C'est un raccourci mental, une façon de clore le débat. Mais Spinoza met en lumière le risque de ce raccourci. En étiquetant sans examiner, nous substituons la caricature à la complexité. Nous réduisons l'être humain à des comportements isolés. Pire encore, nous perdons la possibilité de comprendre ce qui pourrait être transformé. Imaginez un incendie vu du ciel. Vous voyez la fumée, les flammes, la destruction. Si vous ignorez son origine, vous pourriez conclure que le feu est apparu de nulle part, tel un monstre qui aurait décidé de détruire par plaisir. Mais en y regardant de plus près, vous découvrez une conjonction de facteurs.
Une chaleur excessive, un manque d'humidité, une étincelle mal éteinte, un vent violent. L'incendie n'était pas un acte malveillant spontané. Il résultait d'un concours de circonstances. C'est ainsi que Spinoza conçoit ce que nous appelons la perversité humaine. Aucun comportement n'est le fruit du hasard. Chaque action a une raison d'être. Et cette raison peut être liée à la souffrance, à l'ignorance, au désespoir, au besoin d'affection, à la confusion, à une colère refoulée. Lorsqu'on voit quelqu'un agir cruellement, il y a de fortes chances que cette personne, à ce moment précis, projette toutes les blessures qu'elle n'a pas pu guérir. Juger cet acte sans en comprendre les causes revient à accuser la fumée sans chercher l'étincelle. Mais pourquoi agissons-nous ainsi ? Pourquoi jugeons-nous si facilement ? La réponse, aussi dérangeante soit-elle, est simple. Juger procure un sentiment de contrôle. Si je dis que l'autre personne est mauvaise, je me positionne automatiquement comme une personne vertueuse. Je me protège du chaos, je me distancie de ce qui m'effraie et surtout, j'évite de me reconnaître en l'autre. Car comprendre les causes de ces actes pourrait impliquer de reconnaître que dans d'autres circonstances, j'aurais pu agir de la même manière. Personne ne veut l'admettre. Personne ne veut se croire capable de trahir, d'humilier, de blesser, voire de blesser gravement quelqu'un. Mais la vérité, c'est que si vous aviez vécu la même enfance, subi les mêmes traumatismes, eu les mêmes modèles et connu les mêmes absences, vous seriez peut-être exactement à la place de cette personne que vous qualifiez aujourd'hui de maléfique. Spinoza ne prétend pas que tous les actes sont acceptables. Il ne s'agit pas non plus de normaliser les comportements destructeurs. Il affirme qu'avant de juger, il convient d'enquêter. Car seule la compréhension de l'origine d'une attitude permet de savoir comment y réagir. Et comprendre n'est pas excuser. Comprendre, c'est voir clair. Imaginez quelqu'un qui vole. La première réaction est généralement voleur, bandit, criminel. Mais que se passerait-il si vous saviez que cette personne a grandi dans un environnement où personne n'avait jamais rien à manger, où le trafic de drogue était le seul modèle de réussite, où l'abandon était la norme et où la survie dépendait de la transgression des règles? Encore une fois, cela ne justifie en rien l'acte, mais cela change complètement notre façon de le percevoir. Imaginez une personne qui ment compulsivement, qui manipule, trompe, déforme la réalité. Il est facile de dire « cette personne est perverse ». Mais que se passe-t-il si elle a grandi dans un environnement où dire la vérité était toujours synonyme de punition? Ou dissimuler ses sentiments était le seul moyen de se protéger? Peut-être le mensonge était-il la seule ressource émotionnelle qu'elle ait appris à utiliser. Cela ne justifie en rien le mensonge, mais cela révèle qu'il a une fonction, une tentative dysfonctionnelle de survivre dans un monde hostile. Et le plus frappant, plus on creuse, plus on se rend compte que même les actes les plus odieux ont des racines. Même ceux qui semblent absolument impardonnables, comme la violence physique, les abus, voire le meurtre, trouvent leur origine dans des histoires marquées par la souffrance, qui échappent à une observation superficielle. Encore une fois, cela ne signifie pas que nous devions les tolérer ou les applaudir, mais que nous devrions au moins tenter de les comprendre avant de les étiqueter, car les étiquettes étouffent la curiosité. Et sans curiosité, il n'y a pas de transformation. Spinoza, lorsqu'il affirme que le mal est une illusion née de l'ignorance des causes, ne fait pas preuve de naïveté. Il est d'un réalisme brutal. Il sait que le comportement humain résulte de lois naturelles, au même titre que la croissance d'une plante ou le mouvement des planètes. Et lorsque nous ignorons ces lois, nous commençons à tout interpréter de manière émotionnelle, moralisatrice et immédiate. Cela a un effet dévastateur. Nous transformons les conflits en monstres. Et dès lors que nous croyons que l'autre est mauvais, toute tentative de dialogue devient impossible. La condamnation devient la seule issue. Et dans ce scénario, personne ne progresse, personne n'évolue, personne ne change.
car nous sommes trop occupés à accuser l'autre pour essayer de comprendre ce qui se passe. Pensez au moment où vous avez été jugé injustement, quand on vous a mal compris, qu'on a tiré des conclusions hâtives, qu'on vous a placé dans une position qui n'était pas la vôtre. Qu'avez-vous ressenti? Probablement de la frustration, de l'impuissance, de la colère. Maintenant, inversez la situation. Combien de fois avez-vous agi de la même manière envers quelqu'un, sans savoir ce qu'il ou elle traversait, sans comprendre les raisons de cette attitude? Vous avez jugé, vous avez étiqueté, vous avez pris vos distances, et vous n'êtes jamais revenu pour comprendre. La proposition de Spinoza est dérangeante. Elle exige un effort, elle exige de l'écoute. Elle exige d'abandonner les certitudes morales pour s'aventurer sur le terrain incertain de la compréhension. Mais c'est là que réside la clé pour briser les cycles de haine, de vengeance et de punition inefficaces. Tant que nous traiterons des actions complexes avec des étiquettes simplistes, nous resterons prisonniers d'une logique qui ne résout rien. Elle ne fait que répéter le même schéma avec de nouvelles victimes et de nouveaux coupables. Pour Spinoza, le véritable courage consiste à renoncer au jugement hâtif et à se demander « Qu'est-ce qui a poussé cette personne à agir ainsi ?» Nous n'aurons pas toujours la réponse. Mais le simple fait de poser la question nous élève déjà à un autre niveau de conscience. Et c'est peut-être précisément cette question qui nous conduit à l'étape suivante. Car si comprendre les causes est si difficile, que se passe-t-il en nous lorsque nous sommes directement affectés par les actes d'autrui? Que faisons-nous de la douleur que nous ressentons, même lorsque nous connaissons son origine? Il n'est pas difficile de défendre des idées généreuses quand on n'en est pas soi-même affecté. Parler d'empathie, de causes invisibles et de compréhension d'autrui est relativement aisé tant que tout va bien. Mais dès que quelqu'un nous trahit, nous humilie, nous exclut, nous blesse véritablement, non pas par de petites paroles, mais par des gestes qui transpercent l'âme, cette lucidité philosophique s'évapore en un instant. Soudain, tout discours rationnel perd toute sa substance. L'idée que personne n'est fondamentalement mauvais paraît absurde. Car là, au plus fort de la douleur, nous sentons qu'il n'y a pas d'autre explication possible. Cette personne voulait me faire du mal. Cette personne est mauvaise. Et c'est précisément là que la pensée de Spinoza devient la plus provocatrice. Il ne parle pas du mal comme d'un concept abstrait. Il nous invite à examiner la racine de ce que nous ressentons lorsque nous nous sentons victimes du mal. Et selon lui, ce sentiment que nous appelons colère, indignation, révolte, n'est rien d'autre que la réaction d'un être confronté à ses propres limites. La colère ne surgit pas parce qu'une chose est injuste. Elle surgit parce que nous ne pouvons pas faire face à ce qui nous est arrivé. La colère est le cri d'une âme impuissante. C'est puissant, c'est troublant, et c'est précisément pour cette raison qu'il convient de l'aborder avec calme. Imaginez cette scène. Vous investissez du temps, de la confiance et de l'affection dans une personne. Vous nourrissez des attentes, vous croyez en ses promesses. Et soudain, cette personne ment, disparaît, ou pire, agit délibérément avec cruauté. Que ressentez-vous? Un mélange de douleur, d'incrédulité, puis de colère. Et cette colère semble tout justifier. Elle hurle en vous que l'autre personne ne vaut rien, que son intention était de vous blesser, que seule une personne malfaisante ferait une chose pareille. Et si ce n'était pas le cas, Spinoza suggère que cette impulsion à qualifier quelqu'un de mauvais ne découle pas d'un jugement lucide, mais d'un déséquilibre intérieur. Lorsqu'un événement bouleverse l'image que nous avions de l'autre et de nous-mêmes, notre système émotionnel s'effondre. Et dans cet effondrement, la douleur cherche un coupable, un antagoniste. Car penser que les choses se sont simplement produites sans contrôle, sans intention manifeste, serait pire encore. Ce serait accepter que le monde est chaotique, que la justice n'est pas toujours présente, que la douleur n'est pas toujours justifiée par le mérite ou la logique. Et cela, c'est ce que l'ego ne peut supporter. La colère surgit donc comme un mécanisme de défense. Elle nous redonne le contrôle. Elle nous dit
Il a fait ça parce qu'il est mauvais. Elle a fait ça parce qu'elle s'en fichait. C'était personnel. C'était de la malveillance. Voilà, maintenant tout s'explique. Maintenant il y a un récit. L'autre est mauvais. Je suis la victime. Et tout s'imbrique parfaitement, même si ce n'est pas vrai. Pour Spinoza, la vérité ne réside pas dans le soulagement du jugement, mais dans la reconnaissance de l'impuissance. Et cela exige une honnêteté rare. Car se regarder en face et dire « Je suis ainsi parce que je me suis senti faible, parce que je n'ai pas pu faire autrement, parce que j'attendais plus que ce que j'ai reçu », est bien plus difficile que de blâmer l'autre. Mais c'est précisément là que commence la liberté. Tant que la colère domine la situation, vous en êtes l'otage. Elle oriente vos pensées, vos souvenirs, votre énergie. Vous passez des jours à rejouer la scène, à imaginer des réactions, à répéter votre vengeance, à inventer des répliques qui ne seront jamais prononcées. Et chaque répétition renforce l'idée que vous avez raison et que l'autre a tort. Mais Spinoza propose l'inverse. Au lieu de vous focaliser sur l'offense, demandez-vous pourquoi elle vous a autant affecté. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Parfois, ce n'était pas la trahison elle-même qui blessait, mais le sentiment d'avoir été naïf, d'avoir misé sur quelqu'un qui n'a pas rendu l'appareil. D'autres fois, la douleur vient de la répétition. C'est l'écho d'anciens rejets jamais apaisés. Souvent, la fureur envers l'autre masque une profonde honte de ne pas avoir su se protéger, d'avoir donné plus qu'il n'aurait fallu, d'avoir espéré ce que l'autre n'avait jamais promis. Et tout cela est légitime. Ressentir des émotions n'est pas une erreur, mais agir sous le coup de la colère sans comprendre ce qu'elle dissimule, c'est ce qui nous emprisonne. Spinoza considère les passions humaines comme des phénomènes naturels. Pour lui, la colère n'est pas une faute morale, mais une conséquence, et comme toute conséquence, elle a des causes. En apprenant à explorer ses émotions sans les juger, on comprend que l'autre n'est pas le méchant de l'histoire. Il n'est que le catalyseur d'un phénomène déjà présent en nous. Ce changement de perspective change tout, car cela détourne l'attention de la culpabilisation et la met en lumière sur la responsabilité. Tant que vous restez persuadé que l'autre est mauvais, vous vous obstinez à vouloir contrôler ce qui vous échappe. Mais lorsque vous comprenez que votre souffrance est davantage liée à votre propre histoire qu'à la méchanceté d'autrui, vous reprenez le contrôle sur le seul domaine où vous pouvez agir, vous-même. Cela ne signifie pas que ce que l'autre personne a fait est acceptable. Cela ne signifie pas non plus que nous devions l'oublier, faire comme si de rien n'était, ou le tolérer. Cela signifie simplement que rester prisonnier de la colère donne à l'autre personne le pouvoir de contrôler vos sentiments. C'est entretenir une blessure qui ne guérira que lorsque vous choisirez de cesser de la ressasser. Et il est curieux de constater combien souvent la colère se dissimule sous un masque de force. Nous croyons faire preuve de fermeté, nous affirmer, poser des limites, alors qu'en réalité, nous ne faisons que réagir, toujours aussi fragile, mais avec plus de fracas. La véritable force, selon Spinoza, ne consiste ni à crier, ni à punir, ni à détruire. C'est la compréhension. Et cela exige bien plus de courage que n'importe quel cri. Avez-vous déjà remarqué comment la colère, une fois passée, laisse une étrange fatigue ? Comme si elle vous avait vidé de votre substance, comme si elle avait utilisé tout votre corps comme un conduit. Et le plus tragique, c'est que souvent, elle ne change rien. Ce qui est fait est fait. La personne qui vous a blessé continue sa vie, et vous restez prisonnier d'un sentiment qui, au fond, ne fait que vous blesser davantage. Alors pourquoi garder tout ça pour soi? Pourquoi nourrir du ressentiment comme si c'était justice? Spinoza ne nous enjoint pas d'être des saints. Il nous invite à la lucidité, à comprendre que chaque fois que le mal nous frappe, notre tendance naturelle est de transformer cette douleur en colère. Mais la colère, aussi puissante soit-elle, ne guérit pas. Elle ne fait que masquer ce qui doit être vu, notre vulnérabilité. Et reconnaître cette vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de maturité.
car ce n'est qu'en regardant en face ce qui nous fait souffrir, sans fuir, que nous pouvons véritablement le guérir. Et ce n'est qu'en cessant de pointer du doigt ceux qui nous ont blessés, que nous pouvons lever les yeux et comprendre ce qui souffre encore en nous. La colère hurle « Il est mauvais !» Spinoza murmure « Tu es blessé !» C'est ce genre d'écoute qui change tout. Et c'est peut-être précisément à partir de cette prise de conscience que nous pouvons franchir la prochaine étape. Car si même les pires actes peuvent découler d'une tentative de faire face à sa propre souffrance, qu'y a-t-il derrière ceux qui commettent des erreurs extrêmes? Se pourrait-il que même les actes les plus brutaux aient une motivation que nous puissions comprendre? Il y a des questions que nous évitons de poser. Car si la réponse est vraie, elle pourrait ébranler toutes nos certitudes. L'une d'elles est: pourquoi quelqu'un commet-il un acte qui détruit la vie d'autrui? Qu'est-ce qui pousse un être humain à voler, manipuler, agresser, voire tuer? Et avant que la raison ne propose des réponses toutes faites comme « parce qu'ils sont pervers », « parce qu'ils manquent de caractère », « parce qu'ils sont mauvais », Spinoza nous oblige à regarder ailleurs, au cœur même de l'impulsion humaine à perpétuer l'existence. Pour lui, il n'y a pas d'action sans motif. Aucun comportement ne surgit du néant. Et ce motif central, ce moteur caché qui sous-tend chaque choix, est toujours le même: le désir de préserver sa propre existence. Spinoza appelle cela le conatus, une impulsion essentielle, un effort silencieux et constant pour rester en vie, pour demeurer entier, pour continuer d'être soi-même. Et cette impulsion ne disparaît pas, même dans les pires actes. Elle est présente même dans le crime le plus cruel, même dans le geste le plus répugnant. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que même le criminel, au fond de lui, agit sous l'impulsion de ce même désir: préserver quelque chose, peut-être sa propre sécurité, peut-être le pouvoir, peut-être le contrôle d'une situation qui lui échappe, peut-être même une dignité bafouée. Mais il y a toujours une tentative de continuer à exister, de se protéger de la souffrance, d'échapper à un effondrement intérieur. Cette idée est profondément troublante, car elle déconstruit le mythe du mal gratuit. Personne ne se lève un matin en se disant « Aujourd'hui, je vais être cruel par pur plaisir ». Ce qui ressemble à du plaisir dans le mal n'est souvent qu'un symptôme d'un désespoir mal canalisé. C'est le cri de quelqu'un qui a appris que faire souffrir est le seul moyen d'éviter d'être blessé. C'est le résultat d'une chaîne de frustration, d'angoisse, d'humiliation et de carence qui se sont muées en violence. Spinoza ne dit pas cela pour minimiser la gravité des actes commis. Il ne propose pas un pardon romantique, ni ne suggère que tout criminel soit une victime innocente. Il propose une lecture plus honnête des actions humaines. Et dans cette perspective, ce que nous appelons acte malveillant n'est pas un gouffre sans fond. C'est une tentative tordue et mal avisée de survivre. Imaginez quelqu'un qui vole. Aux yeux de la victime, l'acte paraît froid, prémédité, inacceptable. Mais aux yeux du voleur, ce geste peut revêtir une autre signification: se procurer de la nourriture, un certain statut, du respect, voire un réconfort émotionnel face à une existence marquée par la pénurie. Est-ce juste? Non, mais c'est compréhensible. Imaginez maintenant une personne qui contrôle obsessionnellement la vie de son partenaire, l'étouffe, le menace, l'isole. De l'extérieur, on perçoit de la violence. Et vous avez raison. Mais ceux qui en sont victimes, ceux qui agissent ainsi, tentent souvent de protéger une structure intérieure si fragile que la moindre perte leur paraît insurmontable. Cet acte est certes nuisible, mais il ne découle pas d'une volonté de blesser. Il découle d'une peur de disparaître. Spinoza savait que ce raisonnement est difficile à accepter, car il remet en cause notre conception de la justice fondée sur la punition aveugle. Comprendre que même la plus grave erreur peut découler d'une tentative, même déformée, de survivre, nous fait perdre une part de notre certitude morale. Nous nous trouvons alors confrontés à un dilemme inconfortable. Comment punir quelqu'un sans comprendre ce qu'il cherche à préserver? C'est là
que la philosophie rejoint la pratique. Car si tout ce qu'un être humain fait est motivé par la volonté de survivre, la question la plus pertinente n'est peut-être pas « pourquoi ont-ils agi ainsi ?», mais plutôt « qu'est-ce que cette personne pensait perdre en ne le faisant pas ?» Autrement dit, quelle menace leur a-t-elle perçue? Et pourquoi ont-ils réagi précisément de cette manière? Cela s'applique à tout, de ceux qui mentent pour préserver une image, à ceux qui attaquent pour ne pas perdre leur autorité, de ceux qui manipulent pour garder quelqu'un près d'eux, à ceux qui détruisent pour ne pas se sentir diminués. Derrière chaque action se cache toujours un calcul émotionnel, même inconscient, de gain et de perte. Même si le gain est minime, même si la perte est imaginaire, même si tout n'est qu'erreur. Pourtant, l'impulsion reste la même, ne pas disparaître. Continuer à se sentir réel, éviter la souffrance, survivre. C'est pourquoi Spinoza affirme « Nul n'agit contre soi-même sans avoir tort. Personne ne sabote sa propre vie par malice. On la sabote parce que, d'une manière ou d'une autre, on la juge nécessaire. Certes, on peut se tromper. Mais il s'agit là d'une forme d'autoprotection. Cette perspective transforme notre regard, même sur nos propres erreurs. Car si la même impulsion nous anime tous, si nous aspirons tous à demeurer ainsi, alors nos moments de perte de contrôle, d'égoïsme et de réactivité peuvent aussi s'interpréter sous cet angle. Peut-être que ce mot agressif que vous avez prononcé n'était pas seulement un défaut de caractère, mais une tentative maladroite de vous protéger. Peut-être que ce silence qui a blessé autrui n'était qu'une façon de préserver le peu d'équilibre qui vous restait. Si c'est comme ça pour nous, pourquoi en serait-il autrement pour les autres? Le problème, c'est que ce conatus, ce désir de perpétuer l'existence, ne s'accompagne d'aucun mode d'emploi. Personne ne nous apprend à préserver l'existence sainement. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous adoptent des stratégies erronées, des attitudes qui semblent fonctionner à court terme, mais qui, au final, détruisent tout. Et pourtant, même dans les pires erreurs, ce qui est en jeu, c'est toujours cette même impulsion à préserver quelque chose. En adoptant ce point de vue, quelque chose change. On cesse de percevoir l'erreur comme un défaut fondamental de la personne, et on commence à la voir comme une demande restée sans réponse, une réponse maladroite, un désespoir masqué par la froideur. Et cela modifie notre façon d'appréhender cette erreur. Punir pour le simple plaisir de punir perd tout son sens. Le désir de vengeance s'estompe. Car si l'acte était une tentative ratée de survivre, alors peut-être la meilleure voie est-elle de montrer une autre façon de continuer à exister. Une voie qui ne blesse pas, qui ne détruit pas, qui n'engendre pas davantage de souffrance. Et cela n'est possible que si l'on abandonne l'idée qu'il existe des êtres fondamentalement mauvais et que l'on commence à comprendre que chacun, sans exception, cherche à ne pas disparaître. Cette conception n'exclut pas les limites. Certaines personnes doivent être maîtrisées, écartées, tenues responsables. Mais même cela peut se faire sans haine, sans déshumanisation, sans faire de l'autre un symbole du mal. Cela peut se faire en ayant conscience que derrière un comportement violent se cache une tentative désespérée de survivre. Une tentative qui a échoué, mais qui révèle néanmoins quelque chose de profondément humain. Spinoza ne souhaite pas susciter notre pitié, mais notre capacité à voir. Car seuls ceux qui perçoivent les causes véritables sont capables d'en modifier les effets. Seuls ceux qui comprennent les motivations d'une action peuvent proposer une autre voie. Et c'est peut-être là que réside le véritable tournant, reconnaître que la vie de chacun est mue par cet instinct silencieux de ne pas disparaître. Et que lorsqu'une personne commet une terrible erreur, lorsqu'elle blesse, lorsqu'elle détruit, c'est parce qu'elle tente, de la pire des manières, de préserver ce qui subsiste encore en elle. Cette perspective modifie notre regard sur les erreurs. Et elle nous prépare à la question suivante. S'il n'existe pas de mal intrinsèque, que se passe-t-il lorsque différentes façons d'être s'affrontent? La réponse se trouve dans la prochaine étape de cette réflexion.
Il y a des moments où deux personnes se croisent et où tout se déroule avec une fluidité presque mystérieuse. Le ton de la voix, les gestes, les intentions, tout semble s'harmoniser à la perfection. Mais il y a d'autres rencontres, et elles sont peut-être plus fréquentes, où tout semble trébucher, se heurter. Vous dites quelque chose, l'autre personne comprend autre chose. Vous suggérez quelque chose, elle se retire. Vous vous approchez, elle s'éloigne. Et à mesure que la distance grandit, la frustration s'accroît, et avec elle vient le jugement. Cette personne est mauvaise pour moi, cette personne est toxique, cette personne est maléfique. Il est facile d'arriver à cette conclusion. Ce qui est vraiment difficile, c'est de faire ce que Spinoza nous invite à faire, considérer cette friction non comme un défaut moral, mais comme une rencontre entre des modes d'existence incompatibles. Pour Spinoza, la nature mauvaise n'existe pas. Il n'y a que la nature qui s'exprime de différentes manières. Chaque personne est, par définition, un mode d'être spécifique, un ensemble de caractéristiques, d'expériences, d'affections, d'idées, d'impulsions. Et lorsque deux modes d'être se rencontrent, trois choses peuvent se produire. Ils se renforcent mutuellement, s'ignorent ou s'annulent. C'est dans ce dernier cas que surgissent les conflits, lorsque l'existence d'un mode nuit à la continuité de l'autre, ou la menace, non par malveillance, mais par incompatibilité. Imaginez deux notes de musique. Séparément, chacune possède sa propre beauté. Mais jouées ensemble, elles peuvent produire une harmonie ou une dissonance selon leur relation. Il n'y a pas de fausses notes. Il n'y a que des combinaisons qui sonnent faux. C'est la même chose pour les êtres humains. Imaginez une personne qui vit intensément, parle fort et ressent tout à plein volume. Imaginez maintenant cette même personne vivant avec quelqu'un qui apprécie le silence, assimile tout lentement et se sent déséquilibré par une stimulation excessive. Leurs intentions sont peut-être bonnes, mais le simple fait de cohabiter et de s'influencer mutuellement peut engendrer des tensions. L'un se sentira étouffé, l'autre ignoré. Et s'ils ne comprennent pas ce qui se passe, la tentation sera grande de conclure « le problème, c'est lui ». C'est elle, c'est cette personne qui me fait du mal. Spinoza propose une autre perspective. Il ne s'agit pas de désigner une personne comme bonne ou mauvaise, mais de s'opposer deux manières d'exister. Et ce conflit n'a pas besoin d'être jugé, mais compris. Cette compréhension exige un changement radical de perspective. Car dès notre plus jeune âge, on nous apprend à diviser le monde en bon et méchant. Or, la réalité est tout autre. Ce qui vous convient ne convient pas forcément à autrui. Ce qui vous rassure peut étouffer quelqu'un d'autre. Ce qui vous apaise peut paraître froid à une personne vivant dans l'urgence. Et si vous ne comprenez pas cela, vous commencez à percevoir la différence comme une menace. L'autre personne n'est plus seulement différente, elle devient dangereuse, agaçante, inacceptable. Or, la vérité est que, dans la plupart des cas, personne ne cherche à vous attaquer. Personne ne se lève le matin avec l'intention de vous gâcher la journée. La personne est simplement elle-même, et cela peut parfois entrer en conflit avec votre propre personnalité. Ce n'est pas personnel, c'est structurel. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous devions tout accepter. Certaines relations doivent prendre fin. Certains environnements nous sont néfastes. Certaines dynamiques se répètent comme des épines, mais mettre fin à une relation ne signifie pas diaboliser qui que ce soit. On peut prendre ses distances avec quelqu'un sans pour autant le diaboliser. On peut reconnaître la douleur ressentie sans attribuer de malveillance à l'autre. On peut dire « cela ne me convient pas » au lieu de « tu es un problème ». Cette façon de penser ouvre la voie à une forme de maturité émotionnelle que peu atteignent. Car il est bien plus difficile d'accepter l'idée que l'incompatibilité fait partie intégrante de la vie que de se résigner à l'illusion d'un monde divisé entre héros et méchants. Le plus intéressant, c'est que ce raisonnement ne se limite pas aux relations amoureuses. Il s'étend à la politique, à la culture et à la spiritualité. Combien de fois avons-nous assisté à des débats enflammés où chaque camp se croit dans le vrai, moralement supérieur, et lutte contre le mal?
En réalité, il s'agit d'un affrontement entre des modes de vie aux valeurs, aux histoires et aux visions du monde différentes. Ce conflit est inévitable, mais si chaque camp considère l'autre comme malfaisant parce qu'il ne partage pas les mêmes idées, nous serons condamnés à la répétition éternelle de la guerre. Une guerre où personne ne sort vainqueur. Car elle se fonde sur une illusion, celle qu'une seule façon d'exister est légitime. Spinoza propose une autre voie. Il nous rappelle que tout ce qui existe existe avec la force qui lui est propre. Il n'y a point de jugement, seulement la réalité. Et lorsqu'un mode d'être en menace un autre, ce n'est pas pour le détruire, mais pour se maintenir. Et parfois, pour que l'un subsiste, l'autre doit disparaître. Non par malice, mais par logique. Cette logique, bien que dure, est libératrice. Cela nous permet de dire « ça ne me convient pas » sans haine. Cela nous permet de poser des limites sans agressivité. Cela nous permet de reconnaître la valeur des autres même lorsqu'ils nous blessent. Et surtout, cela nous aide à comprendre que la personne qui nous a fait souffrir peut être excellente pour quelqu'un d'autre. Elle ne l'était tout simplement pas pour nous. Et cela rompt avec une habitude dangereuse, celle de considérer ceux qui nous agacent comme des erreurs, des défauts ambulants, des êtres corrompus par de mauvaises intentions. Alors qu'en réalité, la plupart des frictions que nous subissons ne proviennent pas d'une volonté consciente de nuire, mais d'un conflit entre des besoins, des rythmes, des attentes et des histoires différents. Voilà ce que Spinoza veut nous montrer, que le mal que nous percevons chez autrui n'est souvent que le reflet de notre propre résistance à accepter la différence. Différence de style, de vision, de sensibilité, de manière d'aimer, de manière d'exister. Et quand on commence à le comprendre, quelque chose change en soi. Car il n'est plus nécessaire de tout interpréter comme une offense. On commence à nommer les choses plus calmement. Au lieu de dire « cette personne m'a détruit », on peut dire « cette personne a réveillé en moi des aspects que je ne sais pas gérer ». Au lieu de dire « il est manipulateur », on peut dire « sa façon de communiquer me perturbe ». Au lieu de dire « elle est cruelle », on peut dire « elle exprime sa douleur d'une manière qui m'effraie ». Ce langage ne transforme pas tout en paix, mais il transforme tout en conscience. Et la conscience est la seule voie possible vers une véritable coexistence. Spinoza savait que vivre en société exige plus que de bonnes intentions. Cela requiert une intelligence émotionnelle. Cela exige le courage de reconnaître ses propres limites et d'admettre que parfois le problème ne vient pas de l'autre, mais des frictions inévitables entre différents mondes. Et lorsque nous comprenons cela, lorsque nous le comprenons vraiment, une possibilité se présente qui change tout, celle d'interrompre le cycle du jugement et de répondre à la différence non par l'attaque, mais par la présence. Une présence qui ne nie pas qui nous sommes, mais qui ne cherche pas non plus à écraser l'autre. Car au final, ce qui nous blesse, ce n'est pas toujours la malveillance d'autrui. Parfois, c'est simplement l'échec d'une tentative de faire coexister des modes de vie qui n'étaient pas destinés à aller de pair. Et c'est peut-être là le point de départ de la réflexion suivante. Si le conflit ne naît pas de la malice, mais de la confrontation des existences, que faudrait-il pour transformer cette confrontation en transformation plutôt qu'en destruction? C'est sur ce terrain que nous allons nous pencher. Il existe en nous une pulsion très ancienne, celle de rendre l'appareil. On nous frappe, nous voulons riposter. On nous humilie, nous voulons montrer que nous ne nous laisserons pas soumettre. On nous prend quelque chose, et le désir immédiat de le récupérer avec intérêt surgit. C'est un réflexe quasi instinctif, hérité de siècles où survivre signifiait réagir vite, sans trop réfléchir. Mais lorsque Spinoza parle d'éthique de la compréhension, il s'attaque précisément à cette pulsion primitive et révèle à quel point elle nous emprisonne. L'idée est simple et en même temps radicale. Punir sans comprendre ne transforme rien. Cela ne fait que répéter l'erreur sous un autre visage. Lorsque nous répondons par la violence, par la froideur, par le mépris, nous croyons rétablir l'équilibre. En réalité, nous perpétuons le mouvement même que nous condamnons.
C'est comme essayer d'éteindre un incendie en y jetant de l'essence. Le résultat est toujours l'inverse de ce que nous souhaitons. Spinoza propose de comprendre les causes d'un comportement avant d'y réagir. Non pas pour l'idéaliser, ni pour protéger celui qui nous a blessés, mais pour empêcher que le cycle ne se perpétue. Car tant que l'on réagit à un acte sans en rechercher les racines, on devient, sans s'en rendre compte, partie intégrante de la même logique qui nous a fait du mal. Imaginez que quelqu'un explose soudainement contre vous. Votre premier réflexe serait peut-être de riposter, d'élever la voix, de remettre cette personne à sa place. Mais si vous analysez calmement cette explosion, vous réaliserez peut-être qu'elle n'est pas survenue par hasard. C'est peut-être le résultat d'années de frustration refoulée. C'est peut-être l'écho d'une peur que cette personne n'a jamais appris à nommer. C'est peut-être la manière détournée qu'elle a trouvée pour imposer une limite qu'elle ne pouvait exprimer sainement. Cela ne signifie pas que vous devez accepter cette explosion de colère. Mais votre réaction change complètement lorsque vous comprenez ce qui l'a déclenché. La compréhension n'annule pas la justice, elle la renforce. L'éthique de la compréhension fait office d'antidote à la pulsion de punir. Cet antidote repose sur 3 ingrédients que chacun peut développer, mais que peu sont disposés à mettre en pratique. La patience, l'honnêteté et la distance stratégique. La patience est essentielle pour éviter de réagir immédiatement, car les réactions hâtives sont souvent irréfléchies. L'honnêteté est primordiale pour une introspection afin de comprendre ce que la situation a déclenché en vous, avant de rejeter toute la faute sur l'autre. Prendre du recul est crucial pour créer une distance entre vous et le conflit. Un espace suffisant pour que la clarté revienne avant que des paroles blessantes ne soient prononcées. Imaginez combien de conflits personnels auraient pu être évités si quelqu'un avait pris le temps de réfléchir avant de répondre. Combien de relations n'auraient pas pris fin si l'une des parties avait choisi de comprendre au lieu d'attaquer? Combien de liens importants n'auraient pas été brisés parce que 2 manières différentes de se rencontrer au mauvais moment, et que personne n'a eu le courage de dire « essayons de comprendre ce qui se passe ». Mais l'éthique de la compréhension ne se limite pas aux relations personnelles. Elle s'étend à des domaines où le bon sens appelle souvent à une punition immédiate. La justice, la famille, le travail, la politique. Dans tous ces contextes, une punition rapide donne l'impression que le problème est réglé. Mais à y regarder de plus près, on constate que le comportement que l'on voulait éliminer ne disparaît pas. Il s'adapte, se dissimule, se modifie, ou pire encore, il se renforce. Imaginez un enfant puni pour avoir menti. Il n'apprend pas à être honnête, mais à avoir peur. Il apprend à mieux mentir pour éviter d'être puni à nouveau. Et si cet enfant grandit en croyant que les erreurs doivent être punies par la douleur, il reproduira ce comportement avec les autres, consciemment ou non. La punition, en soi, n'éduque pas. Elle ne fait que réduire au silence. Imaginez un employé qui commet une erreur et est publiquement humilié. Au lieu de progresser, il apprend à avoir peur. On apprend à dissimuler ses défauts pour éviter d'être mis en cause. Au lieu de progresser, il naît du ressentiment. Prenons l'exemple de la politique, ces débats enflammés où chaque camp accuse l'autre de ruiner le pays. Quand personne ne cherche à comprendre le raisonnement de l'autre, quand personne ne s'intéresse au fondement de chaque point de vue, il en résulte invariablement une polarisation. Chaque groupe punit l'autre par le mépris, l'ironie et les insultes. Et rien ne change. La punition est rapide, mais la compréhension est efficace. Et c'est ce que Spinoza s'efforce de nous rappeler. Les hommes ne changent pas par peur, mais par lucidité. Ils changent lorsqu'ils comprennent leurs propres mouvements, lorsqu'ils découvrent une autre manière d'exister qui ne les emprisonne pas. Voici un point essentiel de l'éthique de la compréhension. Il ne s'agit pas de tolérer les abus. Bien au contraire, c'est la voie pour les interrompre intelligemment. Car comprendre les causes permet d'agir efficacement, de fixer des limites, de prendre ses distances et de savoir quand le problème ne vient pas de l'autre, mais de la dynamique relationnelle. La compréhension est claire, la punition obscurcie.
Plus encore, la compréhension redonne le pouvoir. Réagir avec haine, c'est se laisser guider par celui qui nous a blessés. Agir consciemment, c'est reprendre le contrôle de la situation. C'est choisir ses propres actions, au lieu de simplement imiter celles de l'autre. Et c'est ce choix qui transforme la situation. Car si l'on entre dans le jeu de la punition, le conflit perdure. Mais si l'on change de stratégie, le conflit s'apaise. Imaginez deux personnes qui s'attaquent. Si l'une d'elles choisit simplement de comprendre avant de réagir, le cycle est rompu. La tension se déplace, l'énergie se dissipe, et même si la relation ne se poursuit pas, elle n'est pas détruite. Elle se termine avec dignité. L'éthique de la compréhension est la suivante: une manière de clore les cycles sans se détruire soi-même, une manière de corriger sans violence, une manière de transformer sans écraser, une manière d'empêcher que la souffrance d'un seul ne devienne la souffrance de plusieurs. Et c'est précisément cette vision qui prépare le terrain pour l'étape suivante. Car si la compréhension a un tel pouvoir, qu'advient-il alors de la notion même de mal? A-t-il encore un sens à affirmer qu'il existe des personnes malfaisantes lorsque nous comprenons la logique qui sous-tend leurs actions? Ou bien cette étiquette disparaît-elle lorsque la lumière de la compréhension se fait jour? Il y a une cruelle précipitation dans la façon dont nous étiquetons les autres. Quelqu'un commet une erreur, déçoit, offense, et nous le catégorisons aussitôt. Cette personne est mauvaise. Le jugement ne laisse aucune place à l'explication. Il tranche avant d'écouter, condamne avant de comprendre. Et ce faisant, non seulement nous fermons la porte à toute transformation, mais nous nous berçons d'illusions en croyant avoir raison. Mais s'il est une chose que Spinoza met clairement en lumière dans sa philosophie, c'est que les êtres humains ne peuvent être réduits à leurs actions à un instant précis. Ils sont un flux continu d'affections, d'idées, d'impulsions et d'histoires. Nul n'est une photographie. Chacun est un film en mouvement. Par conséquent, affirmer que quelqu'un est mauvais revient à figer une image et à croire avoir saisi l'intégralité du moment. Or, ce n'est pas le cas. On ignore simplement ce qui a précédé et on ne tient pas compte de ce qui reste à venir. Spinoza va plus loin. Ce que nous appelons mal est, le plus souvent, le fruit de notre propre incapacité à comprendre. Nous jugeons mauvais les comportements que nous ne pouvons expliquer. Nous qualifions de cruelles les réactions qui ne correspondent pas à notre logique émotionnelle. Nous qualifions de monstrueux ce qui nous effraie. Et c'est précisément pour cette raison que nous préférons nous en distancer plutôt que de l'étudier. Cependant, le fait qu'une chose nous paraisse injustifiable ne signifie pas qu'elle soit dépourvue de cause. Ce qui manque, ce n'est pas le sens de l'action d'autrui, mais l'accès à l'histoire qui a conduit cette personne à ce point, l'accès à ce qu'elle a appris, à ce qu'elle a ressenti, à ce qu'elle n'a jamais eu. L'accès à ce qu'elle a tenté d'accomplir, même si elle s'y est mal prise. Et cet accès, lorsqu'il est refusé, engendre ce que Spinoza combat le plus, l'erreur qui consiste à confondre conséquence et essence. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui ment, qui trahit, qui manipule, qui humilie, et tous ces actes sont indéniablement destructeurs. Mais aucun d'eux, aussi grave soit-il, ne définit entièrement qui est cette personne. Ils révèlent un instantané, un moment, un stade de conscience, une manière d'exister encore immature, confuse ou désespérée. Dire que cette personne est mauvaise, c'est comme dire qu'un livre est mauvais parce que le 3e chapitre ne nous plaît pas. Que savons-nous de sa vie? Que savons-nous de ce qu'elle porte en elle? Que savons-nous de la guerre silencieuse qu'elle mène en elle? Le monde regorge de personnes étiquetées pour des actes qui ne révèlent que leur côté le plus fragile, réactif et désorganisé. Et le plus tragique, c'est qu'une fois étiquetées, elles finissent presque toujours par devenir ce que l'on dit d'elles. Car l'étiquette agit comme un miroir. La personne se regarde, et si elle n'a pas la force de la contester, elle finit par se modeler à son reflet. Si tout le monde dit que je suis une erreur, pourquoi chercher à avoir raison? Spinoza nous invite à faire l'inverse.
Au lieu d'étiqueter quelqu'un, nous devrions le considérer comme une personne en devenir. Et le devenir, c'est ce qui n'est pas encore achevé. C'est ce qui est encore en train de se construire. C'est le voyage, non la destination. Cette perspective change complètement notre façon d'interagir avec les gens qui nous entourent, et surtout avec ceux qui nous font du mal. Pensez à quelqu'un qui vous a vraiment fait souffrir, quelqu'un qui vous a frustré, trompé, trahi. Il est difficile, presque impossible, de regarder cette personne sans souhaiter une punition, sans vouloir prendre ses distances, sans croire qu'elle a agi par malveillance. Mais si vous vous arrêtiez un instant et vous demandiez « Qu'est-ce qui, en elle, la tourmente ? Qu'est-ce qu'elle n'a toujours pas compris de la vie, des autres, d'elle-même ? Et si cette erreur qui m'a affecté était le fruit d'une profonde ignorance émotionnelle et non un choix malveillant ? C'est là que commence la compréhension, non pas comme un passe-droit, non pas comme une excuse, mais comme une tentative sincère de voir ce qui n'a pas encore été vu. Lorsqu'une personne adopte un comportement destructeur, elle n'est pas forcément cruelle. Parfois, elle ne fait que répéter un schéma jamais remis en question. Parfois, elle tente de se défendre avec les quelques armes émotionnelles dont elle dispose. Parfois, elle réagit à la vie avec les mauvais outils, faute de mieux. Et c'est là que réside le paradoxe. Plus on juge, moins on aide. Plus on étiquette quelqu'un de mauvais, moins on lui laisse d'espace pour se reconstruire. Car l'étiquette fige, isole, endurcit. Mais la compréhension, même silencieuse, ouvre de nouvelles perspectives. L'opportunité de se regarder soi-même sans le poids du mépris extérieur. Et personne ne change lorsqu'il se sent seulement haï. Bien sûr, il y a des limites. Tout le monde n'est pas prêt à être compris. Certains sont encore trop plongés dans leur propre chaos. D'autres refusent encore de se remettre en question. Et tout cela mérite d'être respecté. Mais même dans ces cas-là, il est possible de garder lucide. Cette personne n'est pas encore arrivée à destination. Elle ne s'est pas encore reconnue. Elle ne s'est pas encore libérée des schémas qui la blessent et qui, par conséquent, blessent aussi les autres. Il n'est pas nécessaire de rester proche. Il n'y a aucune obligation d'accepter tout. Mais il est possible de ne pas transformer l'autre en ennemi. Car au fond, ceux que nous appelons mauvaises personnes sont généralement des personnes blessées qui tentent de survivre. Ce sont des personnes qui n'ont pas encore été vraiment vues. Des personnes qui n'ont pas été écoutées attentivement. Des personnes qui n'ont jamais eu l'occasion d'être reconnues au-delà de leurs erreurs. Cette compréhension peut également s'appliquer à nous-mêmes. Combien de fois vous êtes-vous défini par vos pires moments? Combien de fois vous êtes-vous convaincu d'être une mauvaise personne pour avoir blessé quelqu'un, pour avoir échoué, pour avoir pris des décisions que vous regrettez encore aujourd'hui? Et si, au lieu de vous condamner, vous essayiez de vous comprendre? Et si vous réalisiez qu'à ce moment-là, vous avez fait de votre mieux avec les connaissances dont vous disposiez? Que vous avez peut-être agi par peur, dans la précipitation, par confusion, que vous avez peut-être commis des erreurs en essayant de bien faire. Personne n'est défini par son erreur sur le moment. Nous sommes bien plus que cela. Nous sommes tous les efforts déployés pour nous rattraper. Nous sommes les réflexions qui suivent la chute. Nous sommes les excuses non encore prononcées. Nous sommes le silence que nous portons lorsque nous comprenons enfin la douleur que nous avons causée. Nous sommes le potentiel. Et cela s'applique à tout le monde. C'est pourquoi Spinoza déconstruit l'idée du mal absolu. Il ne dit pas que les hommes sont bons par nature. Il dit qu'ils sont en devenir, en mouvement, en conflit avec leurs propres limites. Et que tant qu'il y a quelqu'un prêt à regarder au-delà de l'erreur, il existe une réelle chance de transformation. En définitive, la philosophie de Spinoza ne prône pas la naïveté, mais le courage. Le courage de ne pas se réfugier derrière des jugements superficiels. Le courage de percevoir la complexité là où d'autres ne voient que des défauts. Le courage d'approcher la vérité, même lorsqu'elle est dérangeante. Car la vérité est la suivante. Il n'y a pas de personnes fondamentalement mauvaises. Il n'y a que des personnes qui n'ont pas encore été comprises. Et c'est peut-être précisément ce manque de compréhension qui perpétue l'erreur.
Peut-être que lorsque nous serons capables de voir l'autre personne dans son intégralité, même avec tout le désordre qui règne encore en elle, nous pourrons lui créer l'espace nécessaire pour se voir elle-même et, qui sait, choisir une nouvelle voie. C'est avec cette vision que nous concluons ce voyage, non pas sur un point final, car rien n'est figé, tout est en mouvement, et cette conversation peut se poursuivre. La question est maintenant, que ferez-vous de cette nouvelle perspective ? Si cette vidéo vous a fait réfléchir, si à un moment ou un autre les idées qu'elle a présentées vous ont touché, je vous invite à laisser un j'aime. Cela aide énormément la chaîne à continuer de produire ce type de contenu. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner et activer les notifications, car chaque semaine, de nouvelles vidéos aux réflexions profondes et transformatrices comme celles-ci sont publiées. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que cette vision de Spinoza a éveillé en vous? Vous est-il déjà arrivé de juger quelqu'un comme mauvais avant de réaliser que la réalité était plus complexe? Poursuivons ce dialogue là-bas. Je lis tout et réponds dès que possible. Et si ce sujet vous a plu, ce n'est pas tout. D'autres vidéos sur la chaîne complètent cette réflexion et vous permettront assurément de voir le monde et vous-même sous un jour nouveau. Cliquez sur les vidéos recommandées et plongez-vous encore plus profondément dans cette exploration. À bientôt.